Vous savez, on dit souvent que le diable se cache dans les détails. Pour moi, le diable portait une ceinture à outils et sentait la sueur de bois et le tabac froid. Ma vie était parfaite, ou du moins, c'est ce que je croyais. Un bel appartement à Lyon, un poste de cadre, et surtout, Léa. Ma Léa. On était ensemble depuis 6 ans, mais quand on a décidé de refaire la cuisine, je ne savais pas que j'ouvrais la porte à celui qui allait méthodiquement démolir mon existence. Écoutez bien, car si vous avez un doute sur votre partenaire en ce moment, ce que je vais vous raconter risque de vous empêcher de dormir. Tout a commencé un mardi de grisaille. Vous savez, ce genre de jour où le ciel ressemble à une vieille éponge mouillée et où le vent s'engouffre sous les manteaux. J'étais rentré plus tôt du bureau pour accueillir l'artisan, un certain Thomas, un type d'une quarantaine d'années, robuste, les mains calleuses, avec ce genre de regard un peu trop direct qui semble sonder votre portefeuille, ou votre femme. Léa était là. Elle semblait plus nerveuse que d'habitude. Elle n'arrêtait pas de recoiffer une mèche de ses cheveux blonds, un geste qu'elle fait uniquement quand elle veut plaire ou quand elle cache quelque chose. « C'est Thomas, le menuisier pour les travaux », dit-elle en évitant mon regard. Thomas m'a serré la main, une poigne de fer. Ses yeux ont glissé sur moi, presque avec mépris, avant de se fixer sur Léa. Un micro-sourire a étiré le coin de ses lèvres, un sourire de prédateur. « Belle maison », a-t-il dit d'une voix grave, un peu rauque. « Il y a beaucoup de potentiel ici, surtout dans la cuisine. » Pendant les 2 premières semaines, rien ne semblait anormal. Enfin, c'est ce que je voulais croire. Je partais au travail à 8 heures, il restait Bâle. Les travaux avançaient, mais l'atmosphère dans l'appartement commençait à changer. Une tension électrique, presque palpable, flottait dans l'air. Un soir, en rentrant, j'ai remarqué un petit détail, un rien du tout. Sur le plan de travail neuf, il y avait 2 tasses de café. Une avec une trace de rouge à lèvres, celui de Léa. L'autre, noire, sans sucre. Thomas ne buvait son café que comme ça. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est qu'elles étaient posées l'une contre l'autre, presque collées, comme 2 amants dans le noir. « Il a fini tôt aujourd'hui ?» j'ai demandé en posant mes clés sur le buffet. Léa était sous la douche. Elle n'a pas répondu tout de suite. J'ai entendu l'eau s'arrêter. Un silence pesant s'est installé. Puis, le bruit de la porte de douche qui coulisse. Crac. « Oui, vers 16 heures, a-t-elle crié depuis la salle de bain. Il devait chercher du matériel. C'était un mensonge. Je savais que Thomas ne quittait jamais un chantier avant 18 heures. Je l'avais entendu s'en vanter le premier jour. Le doute a commencé à germer, comme une moisissure lente. J'ai commencé à observer Léa. Elle changeait. Elle qui portait toujours des vieux leggings confortables à la maison, s'est mise à porter des shorts un peu plus courts, des débardeurs en soie. Elle se maquillait le matin, même les jours où elle ne sortait pas de l'appartement. Et puis, il y avait cette odeur. Ce n'était pas son parfum habituel à la rose. C'était une odeur de sueur, de pain frais, mêlée à une fragrance masculine bon marché. L'odeur de Thomas. Elle imprégnait les rideaux du salon, le canapé, et même, j'en étais sûr, les cheveux de ma femme. Un vendredi soir, l'orage grondait sur la ville. Les éclairs déchiraient le ciel noir et le tonnerre faisait vibrer les vitres. Léa était censée être chez une amie, Julie, mais quelque chose sonnait faux dans sa voix quand elle me l'avait annoncé. Une sorte de précipitation. J'ai fait semblant de partir à ma séance de squash habituelle. J'ai claqué la porte, fort. Je suis descendu les escaliers, j'ai attendu 5 minutes dans le hall, le cœur battant comme un tambour. Puis, je suis remonté, pieds nus sur le tapis du couloir, pour ne pas faire de bruit. J'ai approché mon oreille de notre porte. Au début, rien, juste le sifflement du vent sous la porte. Et puis, un rire. Un rire que je ne connaissais pas à Léa. Un rire rauque, étouffé. Puis, la voix de Thomas. « Ton mari est vraiment un idiot, tu sais. Il ne voit rien du tout. »
Chut, murmura Léa. Il pourrait oublier quelque chose et revenir. Il ne reviendra pas avant 2 heures. Viens là. Le bruit d'un meuble qu'on déplace. Un gémissement. Un choc sourd contre le mur, celui de notre chambre. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'avais la main sur la poignée, prêt à tout casser. Mais je me suis arrêté. Non. Si j'entrais maintenant, ils inventeraient une excuse. J'avais besoin de preuves. Des preuves qui les détruiraient socialement, financièrement, moralement. Je suis reparti, la rage au ventre, sous la pluie battante. J'étais trempé jusqu'aux os, mais je ne sentais plus le froid. Je ne sentais que la brûlure de la trahison. Le lendemain, j'ai agi. J'ai acheté 3 caméras espionnes, de celles qui se cachent dans des chargeurs USB ou des détecteurs de fumée. Thomas devait finir les finitions de la cuisine lundi et mardi. Lundi matin, j'ai installé les caméras. Une dans la cuisine, face au plan de travail. Une dans le salon. Et la dernière, dans notre chambre. En la posant, j'avais les mains qui tremblaient tellement que j'ai failli la faire tomber. Poser ça là, c'était la fin de mon innocence. C'était accepter que ma vie de couple était une mise en scène macabre. Au bureau, je ne pouvais pas travailler. J'avais l'application ouverte sur mon 2e écran. Je fixais les carrés noirs des flux vidéo. Vers 10 heures, l'image s'est animée. Thomas est entré. Il n'avait pas ses outils. Il est allé directement au frigo, a pris une bière, s'est assis sur mon canapé. Léa l'a rejoint en peignoir. Elle s'est assise sur ses genoux. Ils se sont embrassés longuement, avec une passion que je n'avais pas vue chez elle depuis des années. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine, une douleur physique, comme si on me broyait les côtes avec un étau. J'ai regardé, impuissant, alors qu'ils se déplaçaient vers la cuisine. Ils utilisaient le plan de travail que je payais, le bois que j'avais choisi, pour consommer leur trahison. Thomas la manipulait, la faisait rire, lui murmurait des choses à l'oreille en regardant parfois vers l'entrée, avec ce petit sourire arrogant. « Tu vas lui dire quand ?» demanda Thomas à l'écran, sa voix grésillant dans mes haut-parleurs. « Bientôt », répondit Léa, en jouant avec la chaîne en or qu'il portait au cou. « Dès qu'il aura signé le chèque final pour les travaux. On aura assez pour partir quelques semaines, non ?» Thomas a rigolé, un son gras qui m'a donné envie de vomir. « Plus que ça, ma belle, on va lui vider son compte. » C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas juste une affaire de sexe, c'était un plan. Il m'escroquait. Thomas n'était pas juste un amant, c'était un manipulateur de génie qui avait trouvé en Léa une complice parfaite. Ou peut-être que c'était elle le cerveau. La question me hantait. J'ai continué à enregistrer. Chaque geste, chaque mot de leur complot. J'avais assez pour un divorce, mais pas assez pour ma vengeance. Il me fallait quelque chose de plus grand. Le mardi soir, c'était le jour de la fin des travaux. Thomas devait passer pour récupérer son dernier chèque de 5 000 €. Léa m'avait envoyé un SMS. « Chérie, Thomas passe ce soir pour les papiers. Sois sympa avec lui, il a fait du super boulot. » En lisant ces mots, j'ai eu un rire nerveux dans l'ascenseur. Oh oui, j'allais être sympa. Je suis entré dans l'appartement. L'odeur de vernis était forte. La cuisine était magnifique. Un chef-d'œuvre de menuiserie. Thomas était là, debout près de l'îlot central, fier. Léa était à côté de lui, un verre de vin à la main, l'air d'une épouse comblée. « Alors, monsieur l'expert, ça vous plaît ?» a demandé Thomas avec un clin d'œil. « C'est impressionnant !» j'ai répondu en posant mon sac. « Vraiment solide !» Je me suis approché de lui. J'ai senti son odeur, celle de la vidéo, celle de ma femme. J'ai sorti mon carnet de chèques. « 5 000 €, c'est ça ?»« C'est le prix convenu pour la qualité, » dit-il en tendant la main. J'ai commencé à écrire, mais au lieu de signer mon nom, j'ai écrit un mot en gros caractères au milieu du chèque. Puis, j'ai levé les yeux vers Léa, qui souriait, inconsciente du gouffre qui s'ouvrait sous ses pieds. « Au fait, Léa, Julie a appelé aujourd'hui au bureau. Elle se demandait pourquoi tu n'étais pas venue vendredi soir. Elle s'inquiétait pour toi. »
Le sourire de Léa s'est figé. Un changement imperceptible dans son regard. La panique a commencé à monter, comme une marée noire derrière ses yeux bleus. « Ah, oui, j'ai dû annuler au dernier moment, j'avais mal à la tête, » bafouilla-t-elle. « Vraiment ? C'est bizarre, parce que les caméras que j'ai installées disent autre chose. » Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait pu entendre le bruit d'une aiguille tomber sur le parquet. Thomas a contracté sa mâchoire. Il a fait un pas vers moi, ses poings se serrant. « De quoi tu parles, mec ? » « Je parle de la vidéo de 10h15 ce matin, Thomas. La qualité est excellente. On voit même la marque du peignoir de ma femme sur le sol de la cuisine. » Thomas a jeté un regard rapide vers Léa, puis vers la cuisine, cherchant désespérément où pouvait se cacher l'objectif. Léa, elle, est devenue livide. Elle tremblait tellement que son verre de vin a glissé de ses mains. Crash! Le verre s'est brisé sur le carrelage neuf, le vin rouge se répandant comme une flaque de sang aux pieds de ma femme. « Julien, je peux expliquer, » commença-t-elle, sa voix se brisant. « Expliquer quoi ? Comment vous comptiez me vider mes comptes après le chèque ? Ou comment tu rigolais de ma stupidité avec lui ?» Thomas n'était plus le menuisier poli. Il a lâché un juron et a attrapé un tournevis qui traînait sur le plan de travail. « Donne-moi ce chèque et on s'en va. Maintenant. Sinon, ça va mal se passer pour toi. » Il a pointé la pointe métallique vers ma gorge. Léa a crié, mais elle n'a pas bougé pour m'aider. Elle regardait Thomas, terrifiée, mais aussi avec une sorte d'attente. J'ai souri. Un sourire froid, vide de toute émotion. « Tu crois vraiment que je suis venu ici sans protection, Thomas ? Regarde par la fenêtre. » Ils se sont tournés tous les deux vers la baie vitrée du salon. Dans la rue, en bas, des gyrophares bleus commençaient à éclairer les façades des immeubles voisins. Mais ce que Thomas ne savait pas, c'est que la police n'était pas là pour l'adultère. J'avais découvert quelque chose de bien plus grave en fouillant sur lui ce week-end. Quelque chose qu'il pensait avoir laissé derrière lui dans une autre ville. « Tu croyais vraiment que tu pouvais changer d'identité aussi facilement après ce qui s'est passé à Bordeaux, Thomas ? Ou devrais-je dire, Marc ?» Le tournevis a tremblé dans sa main. Le visage de l'artisan s'est décomposé, laissant place à une terreur pure. À ce moment-là, on a frappé à la porte. 3 coups lourds. Boum, boum, boum. « Police! Ouvrez !» Léa m'a regardé, les yeux écarquillés. « Julien, qu'est-ce que tu as fait ?»« Ce que j'aurais dû faire dès le premier jour, Léa. J'ai nettoyé ma maison. » La porte a volé en éclats sous la pression des épaules des policiers. L'air frais du couloir s'est engouffré dans la pièce, chassant l'odeur de vernis et de trahison. Thomas, ou plutôt Marc, a lâché le tournevis dans un bruit métallique sourd. Il a levé les mains, mais ses yeux ne quittaient Hans pas les miens. C'était un regard de haine pure, le regard d'un homme qui sait qu'il a perdu la partie. Les policiers l'ont plaqué au sol, le visage contre le carrelage froid qu'il venait de poser. Clac! Le bruit des menottes a résonné comme un point final. Léa, elle, s'était effondrée contre le mur de la cuisine, ses mains tremblantes pressées contre sa bouche pour étouffer ses sanglots. « Marc Lefebvre, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie en bande organisée, usurpation d'identité et pour l'affaire de détournement de fonds de Bordeaux », a lancé l'officier. Léa a levé les yeux vers moi, ses joues inondées de larmes. Elle essayait de trouver une once de pitié dans mon regard. « Julien, Bordeaux ? Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas pour son passé. » Je me suis approché d'elle, lentement. Je pouvais voir chaque petit tressaillement de ses paupières, chaque micro-expression de terreur. C'était fascinant. La femme que j'avais aimée n'était plus qu'une étrangère prise au piège de ses propres mensonges. « Tu ne savais pas qu'il était un criminel, Léa, mais tu savais qu'il me volait. Tu savais que tu m'aidais à remplir les poches d'un homme qui se moquait de moi. Ça, tu le savais très bien. »
L'officier s'est tourné vers moi. « Monsieur, nous allons avoir besoin de votre déposition et des enregistrements dont vous avez parlé. » « Bien sûr, » j'ai répondu avec un calme qui semblait presque effrayant. « Tout est sur ce disque dur, les caméras, les micros, tout. Vous y trouverez aussi les preuves de la complicité de ma femme dans le détournement de mes comptes personnels. » Léa a poussé un cri étouffé. « Julien, non, s'il te plaît, ne me fais pas ça. » Je ne l'ai même pas regardé. J'ai regardé Marc être traîné vers la sortie. Avant de passer la porte, il s'est arrêté, a tourné la tête vers Léa et a craché au sol. « Tu n'étais qu'un pion, petite idiote. Tu pensais vraiment que j'allais t'emmener avec moi ?» Le visage de Léa s'est décomposé. C'était le coup de grâce, la réalisation qu'elle avait tout détruit, son mariage, sa réputation, sa vie, pour un homme qui la méprisait. Les policiers l'ont emmenée aussi, pour interrogatoire. L'appartement est redevenu silencieux, un silence lourd, oppressant, seulement troublé par le bruit de la pluie qui continuait de marteler les vitres. Ploc, ploc, ploc. Je me suis assis sur l'îlot central de la cuisine. Le bois était doux sous mes mains. J'ai regardé la flaque de vin rouge sur le sol. Ça ressemblait à une scène de crime. Et d'une certaine manière, c'en était une. Mon cœur était mort quelque part, entre le salon et la chambre. Le twist final, dark ending, 3 mois plus tard. Je suis assis dans un café, à l'autre bout de la ville. J'ai vendu l'appartement. J'ai changé de numéro. Ma vie est redevenue calme, trop calme. Mon avocat m'a appelé ce matin. Marc a pris 7 ans. Léa a échappé à la prison grâce à un bon avocat, mais elle a tout perdu. Elle vit maintenant chez ses parents, ruinée, son nom traîné dans la boue. Elle m'envoie des lettres tous les jours. Elle demande pardon. Elle dit qu'elle m'aime encore. Je sors une de ces lettres de ma poche. Je ne la lis pas. Je regarde juste l'écriture, ces boucles élégantes que je connaissais si bien. Je sors mon téléphone et j'ouvre une application cachée. Une application que je n'ai jamais supprimée. Les flux vidéo s'affichent. Je ne regarde pas mon ancien appartement. Je regarde la chambre de Léa, chez ses parents. J'ai réussi à faire installer une micro-caméra dans un réveil que je lui ai envoyé anonymement pour son anniversaire, sous couvert d'un cadeau de réconciliation d'un admirateur secret. À l'écran, je la vois. Elle est assise sur son lit. Elle pleure en regardant une photo de nous deux. Elle semble dévastée, à bout de force. Je souris. Un sourire sombre qui ne touche pas mes yeux. Vous voyez, les gens pensent que la vengeance s'arrête quand la justice passe. Mais la justice est trop rapide. Elle est trop propre. Moi, j'aime les détails. J'aime voir la lente décomposition d'une âme. J'aime savoir qu'elle se sent observée, sans savoir par qui. J'aime le fait qu'elle n'aura jamais de repos, parce que je serai toujours là, dans l'ombre d'un écran, à savourer chaque goutte de sa souffrance. Le diable se cache dans les détails. Et aujourd'hui, le diable, c'est moi. J'éteins mon téléphone. Je commande un autre café. La pluie commence à tomber. Tic, 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 contre la vitre du café. C'est un son magnifique.